Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant. C'est... Ok, bien. Je crois que j'en ai assez vu. Est-ce que je peux avoir une petite lichette? Oui, bien sûr. Merci. Bon, je vais vous dire, les enfants, c'est une chose assez étrange. Votre poignet, pour autant que je sache, est fracturé en 3 points. Et vos 2 vertèbres cassées. Mais bien entendu, je ne peux pas en être sûr sans faire une radio. Mais les petits os, les bouts d'os saillants sous la peau, c'est pas bon signe. Et votre température est à moins 40 et votre cœur a cessé de battre. Putain, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que je crois. Je veux un 2e avis. Ouais. Docteur! Oh, eh bien, ça aurait pu être pire. Je vais t'examiner moi-même. Non, ne Bouge fais pas. pas ça. Ne me touche pas! Mon Dieu, il a raison. Non, il n'a pas raison. Ne sois pas ridicule. C'est incroyable. Quoi, s'il avait raison? Tu es en infraction avec toutes les lois de la nature que je connaisse. Je suis en infraction. En infraction avec toutes les lois de la nature que je connaisse. Tu es assise ici. Tu t'adresses à moi. Mais tu es morte. Je vais chercher de l'aide. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu, bordel de merde. Ah, tu m'en tailles. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost. Ah, ton cul. C'est mon génie. Tout était noir et j'ai eu beau crier et crier. Personne ne m'a entendu, personne n'a rien fait. Ensuite, je ne savais même pas où j'étais, j'avais peur. C'est fini, chérie, tout va bien. Ernest, je suis à la morgue. Pourquoi je suis à la morgue? Chut, c'est pas grave. Écoute-moi, je comprends maintenant. C'est incroyable, c'est physiquement impossible, mais maintenant je comprends. Il me croit morte, Ernest. Oui, il te croit morte, mais tu n'es pas morte. Dans toute l'histoire de la médecine légale, ça n'est jamais arrivé. Une seule fois, un seul être humain. Alors pourquoi faut-il que ça m'arrive à moi? Sais-tu ce que tu es, ma chérie? Tu es un signe. Tu es un présage, comme le buisson ardent. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. On vient nous dire que nous appartenons l'un à l'autre. Et on m'interpelle. On me met au défi. Tu ne comprends pas, Madeleine? C'est un miracle! Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Merci de nous accueillir dans ce magnifique studio bis de Canal B pour parler aujourd'hui de sortie nationale. On va parler actualité avec 3 films notamment, peut-être plus si tu as envie d'évoquer Gladiator 2. Moi, j'ai toujours envie d'évoquer Gladiator 2, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps. Peut-être qu'on n'aura pas le temps. On parlera surtout de The Substance de Coralie Farja. Ouais. Et puis de Here de Robert Zemeckis. On vient d'écouter justement les extraits de La mort vous va si bien, qui est quand même vachement mieux que The Substance, mais je laisserai Antonin s'épancher
sur cette chose. Avant d'en parler d'ailleurs, pour introduire The Substance, un petit mot quand même sur Terrifier 3 de Damien Léon que j'ai regardé en entier. Je me suis dit bon, j'ai regardé ça en entier, c'est pas pour rien non plus, je vais pouvoir en parler. J'avais pas réussi à finir les deux premiers, aucun intérêt. Et le troisième, j'ai fait un effort quand même parce que je suis un professionnel. Putain, quand on pense qu'on n'est pas payé, quoi. C'est ouf. Alors ça a très peu d'intérêt, hein, mais comme The Substance d'ailleurs, c'est peut-être un peu plus amusant quand même, ça va un peu plus loin que The Substance. Je voulais juste évoquer le fait que je suis très surpris, j'ai entendu parler de ça nulle part. C'est un porno, sauf qu'ils ont remplacé les pénétrations de zigounettes dans des pilou-pilou par des mains tranchées et puis des objets qui rentrent dans des corps pour faire souffrir des gens. Donc ça dure quand même plus de 2 heures cette connerie. Et ça utilise la même grammaire justement cinématographique que le porno, c'est-à-dire des gros plans chirurgicaux gore, et puis voilà quelques plans d'ensemble pour montrer quand même où les gens se situent dans la pièce et qui rentre dans qui. Voilà, toutes les 10 minutes à peu près, on a le droit à un massacre comme ça, et puis entre les deux, des discussions entre des personnages dont on se fout royalement, avec des acteurs plutôt nuls en général, une mythologie quasi inexistante, et pour le peu qu'il y en a, c'est pareil, on s'en fout en fait, ce personnage de Hart que je vois devenir une espèce d'icône pop du cinéma d'horreur là. J'ai un peu de mal à comprendre justement, parce que contrairement à des personnages comme Freddy, Jason, n'importe quoi, qui pouvaient avoir même juste avec un semblant d'histoire, une espèce de mythologie, ou en tout cas je sais pas très bien un côté iconique peut-être. Ouais, beaucoup plus quand même. Alors dans le meilleur des cas, il y avait des Candyman, des choses comme ça qui avaient vraiment une mythologie derrière. Là, de faire déjà 3 films avec ce personnage-là, et ça se résume vraiment à ça. C'est-à-dire, on pourrait demander à n'importe qui a apprécié ce film, qu'est-ce que tu retiens de ça ? C'est évidemment les scènes de massacre. Ce que je comprends tout à fait, c'est-à-dire que moi, si je regarde ce film-là, c'est pareil, c'est pour voir du sang et puis des trucs dégueulasses. Et on est servi, il faut avoir le cœur bien accroché quand même, quoi. L'interdiction moins de 18 ans est tout à fait justifiée en ce qui me concerne. Donc voilà, on est satisfait en termes de cracra, mais justement, comme regarder un porno en fait, c'est-à-dire qu'on a vu 1 ou 2 scènes et c'est bon, on a compris le concept, donc de regarder ça pendant 2h30, bon, c'est un petit peu limité. Mais ça va très loin quand même, c'est vrai, dans le gore, et du coup de regarder The Substance juste après, qui est vendu justement comme un truc un peu jusqu'au boutiste, ou en tout cas qui va très loin à ce niveau-là, et ben non, justement, enfin The Substance n'arrive pas à la cheville en termes de gore, de violence et de fun peut-être aussi que Terrifier 3. Oui, ça je suis pas d'accord évidemment, hein, mais après juste pour redire ce truc en fait du rapport qu'il peut y avoir entre le porno et le gore, même historiquement en fait c'est à peu près c'est le même quoi. Enfin je veux dire, ils sont arrivés en même temps quasiment, en tout cas dans leur exploitation commerciale, hein. Le porno est arrivé dès le début du cinéma avec des petites bandes qu'on se passait sous le manteau, mais voilà ce truc là qui obéit à deux pulsions scopiques majeures, voilà, de montrer la mort ou montrer la reproduction, voilà, c'est le genre du film érotique et du film un peu d'épouvante. Ils se sont devenus le film gore et le film pornographique à peu près dans les mêmes moments, donc c'est vraiment pas étonnant. Effectivement, c'est vrai que ça me branche plus trop de regarder ça, et j'avais essayé Terrifier 2 et c'est pareil, j'avais vu une demi-heure, je m'étais dit bon, ça va, j'ai compris, je vais pas regarder la suite, ça me fait marrer, mais en fait j'ai pas l'impression en plus qu'il y a une dimension un peu slapstick qui fait tenir très bien debout un film comme Brain Dead par exemple, ou qui est drôle, qui est gore et qui ne lésine pas vraiment sur la monstration d'effets gore et de découpage de corps et compagnie, mais que je trouve plutôt drôle. Donc ça fait tenir le truc, mais si c'est juste pour voir ça, après voilà, c'est un truc, c'est très bien que ça soit interdit aux moins de 18 ans, parce que comme ça leur permettra, les gens de moins de 18 ans, d'essayer de trouver des techniques pour gruger, pour pouvoir le voir, et c'est en ça où je me dis voilà, très très bien quoi. Mais voilà. Et par contre moi après sur The Substance, non, moi je suis complètement j'ai été hyper client du film quoi, vraiment que j'ai vu 2 fois, que je sais qu'il a une sorte de bon, il est ça serait faux de dire qu'il l'est pas aimé, parce que c'est un film qui marche plutôt bien, qui a une belle couverture presse, qui en tout cas en termes de fréquentation marche très bien, et qui est plutôt bien apprécié par beaucoup, mais avec quelques notamment des camarades qui le détestent cordialement. Alors toi, je sais pas si ça va jusqu'à là, la détestation, mais j'ai quand même eu quelques discussions avec des gens qui trouvaient que c'était un des pires films qu'ils avaient vu de leur vie. J'irai pas jusque là parce que le film est pas suffisamment intéressant pour que je le déteste.
j'ai autre chose à foutre que de détester d'ailleurs des choses ou des films. Non, au contraire, moi le film m'a laissé, m'a profondément fait chier en fait. C'est ça que je reproche le plus. Personne n'en parlerait, je laisserais tomber. Là, c'est le fait que même toi t'es apprécié, ce que j'ai du mal à comprendre. J'espère que tu vas pouvoir nous expliquer ça, parce que je vois vraiment pas d'intérêt en fait. Donc, moi après, moi j'ai juste un vrai plaisir de spectateur à regarder ça, mais vraiment de A jusqu'à Z. Le film me fait rire, hein, vraiment. Mais alors je dirais que la première demi-heure, voilà, une fois que, la première demi-heure, si je suis plutôt client, il y a quelque chose où l'intrigue se met en place. Je suis évidemment, pendant ma première projection, je me suis dit quand même ça ressemble à un court-métrage de court-métrage. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de pauvreté de moyens un petit peu dans les décors qui fait, et un étirement d'un concept qui fait que tu dis bon bah là ça va être un peu chiant, quoi. Oui, je suis assez d'accord que c'est peut-être trop long, qu'il y a certaines circonvolutions narratives qui sont peut-être pas très nécessaires, notamment voilà, dans le deuxième acte, on va dire. Pour ceux qui connaissent pas, hein, qui n'ont pas entendu parler de Substance, c'est donc le retour de Demi Moore, qui joue une femme d'âge mûr qui se voit proposer un produit qui va lui permettre de générer une autre femme plus jeune. Il faut qu'elles échangent leur corps tous les 7 jours, et voilà. Mais moi, en fait, il y a un truc en tout cas qui m'a accueilli dès le départ, où je me suis dit ça c'est vraiment super bien, c'est je m'en foutisme total. Enfin, c'est même pas un je m'en foutisme, c'est la création d'un univers ex nihilo qui n'a aucun souci avec la vraisemblance. Ça, en fait, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ce qui fait que, voilà, on arrive, le type, c'est avec une clé USB, c'est dans un univers qui n'existe pas, où le fitness est encore... En fait, c'est complètement une bulle cinématographique, mais qui permet au film, à mon avis, d'accéder au statut de la fable, au même titre que Les Trois Petits Cochons est une fable, et qu'on s'en fout si c'est vraiment possible de faire une maison en paille ou je sais pas quoi. Là, est-ce que c'est vraiment possible que quelqu'un reçoive un colis par la poste, qu'elle ne paye rien et qu'elle sache directement s'injecter, dans quel sens s'injecter les différents produits et tout ça? Il y a pas de souci avec ça. La temporalité est extrêmement étrange. On est à la fois dans les années 80, à la fois dans l'époque contemporaine. Il y a un truc, un rapport à la technologie qui est un peu étrange. Il y a plein de moments où tu te dis ça joue vraiment beaucoup avec la suspension d'incrédulité, parce que tu te dis quand elle arrive dans le troisième acte dans la fin du film, où elle arrive en monstre mais qu'elle rentre dans les studios sans que ça pose aucun problème à personne, tout le monde n'y voit que du feu parce qu'elle a une photo de demi-mort sur la tronche. Je trouve ça drôle, et en plus je trouve que ce côté très va dire presque synthétique dans cette façon de raconter cette histoire, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce truc un peu concon de voilà, je suis 1, je deviens 1 plus 1, au final le 1 plus 1 et le plus s'en va et on sait pas trop, on fait que dire non vous êtes pas 2, vous êtes 1. Il y a un côté très mathématique, un peu concon, très conceptuel et tout ça. Enfin, pas un concon, c'est un mot qui va bien pour. Mais je pense que moi, c'est concon. Moi, en fait, Coralie Farja, si tu veux, moi, j'avais déjà vu Revenge à l'époque, et c'est un film que j'avais beaucoup aimé, et sans réussir à mettre le doigt dessus. Et je pense que c'est pareil pour The Substance. Il y a un truc qui m'échappe là-dedans. Je sais pas pourquoi j'aime ça, mais moi, Revenge, c'est un film qui s'était quand même fait relativement démonter, qui était sorti un peu dans un anonymat poli, on va dire, hein, vraiment quelque chose. Bon, il y avait pas grand monde qui l'avait vu. Comme une série B française. Série B française, mais pas une sortie sale, mais très restreinte, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, et c'était un Rape and Revenge. Et moi, j'avais trouvé le film, mais outrageusement vulgaire, mais à tel point que je trouvais ça génial, quoi. C'est-à-dire que ça jouait vraiment. Pourquoi pas des mots comme ça à la légère. Mais je trouvais ça, mais vulgaire dans sa. Il y a un truc qu'on peut pas enlever à Coralie Farja, mais qui fait que c'est aussi quelqu'un qui peut venir d'une école de cinéma qui serait assez proche, hein, si on veut dire, si je veux me donner des bâtons dans les roues, m'auto-donner des bâtons dans les roues de gens comme Besson, de gens comme de Michael Bay, des gens qui sont qui ont une maîtrise totale de la fabrication d'images séduisantes. Donc elle sait très bien mettre en photo de façon relativement séduisante, avec un usage des couleurs flashy, des personnages relativement agréables à regarder, une sorte de toujours vouloir solliciter par l'essence le spectateur, c'est-à-dire que ça soit un sens du ça va être dans le sens du gore, mais un sens aussi d'attraction sexuelle, une côté de séduction à tout prix. Il y a un côté très sensoriel dans son cinéma qu'on va retrouver aussi dans la publicité, hein, qui va essayer de nous vendre des yaourts en nous montrant une bonne femme à poil, mais il y a vraiment ce truc-là, et chose que tu vas retrouver dans le cinéma évidemment de Besson, même ça fait longtemps que j'ai pas remis le nez là-dedans, mais qu'on va retrouver chez Michael Bay par exemple dans ce
côté immensément vulgaire, très très bourrin, qui a une sorte à la fois chez Bay de refus total de la subtilité, qui est presque génial dans ses meilleurs films. Là, moi, chez Coralie Farja, j'ai l'impression qu'il y a ça. Moi, pendant tout le film, je me dis, putain, il y a un truc où elle arrive à me proposer un univers que je trouve qu'a un vernis glacé, qui a une sorte de séduction immédiate, trop sucré, beaucoup trop sucré, mais qu'elle arrive par vraiment à des effets d'hyperbolisation, de surenchère et compagnie, à rendre complètement dégoûtant. Et ça, je trouve que c'est ce qui fait que, à mon avis, elle colle quand même avec son sujet relativement bien, qui est de prendre à son compte toute une esthétique qu'elle veut quand même dénoncer, qui est effectivement tout ce qui est cette esthétique du male gaze, de l'objectivisation du corps de la femme. Et c'est pas Verhoeven, quoi. Et en fait, pour moi, alors, je n'irais pas comparer ça à Verhoeven parce que la grammaire n'est pas du tout la même. Mais ceci dit, il y a un truc qui est voisin, c'est qu'effectivement, ce sont deux cinéastes qui vont utiliser le langage de la chose qu'ils veulent dénoncer. Donc, on pense un peu à Showgirls, par exemple, là-dessus. Showgirls qui pouvait utiliser complètement la grammaire du male gaze, pour aller vite et pour la renverser, pour dire voilà ce que le système tel qu'il est, voilà. C'est ce truc-là. Et à force de montrer des culs dans Showgirls, au bout d'un moment, même si t'avais une demi-molle, au bout d'un moment, t'en pouvais plus, parce que c'était vraiment, t'avais déjà t'avais la cuite et la gueule de bois en même temps, quoi. C'était vraiment ce truc-là. Et c'est un truc que moi j'aime bien chez Coralie Farja, que j'aimais bien dans Revenge, qui commence sous des auspices extrêmement vulgaires, avec une orgie de plans de cul de sa jeune actrice, et puis après une orgie de gore. Et je trouvais que vraiment la vulgarité du truc, je la trouvais hyper salutaire pour avoir revu le film, je trouve toujours hyper salutaire, et c'est ce que je trouve aussi dans The Substance, quoi. Mais les termes de vulgarité, de jouissif, tout ce que tu dis en fait aurait pu, à mon sens, donner un projet en effet amusant. Moi, ce qui m'a rebuté et ce qui a sans doute tué dans l'œuf ce côté fun de Substance notamment, c'est la prétention en fait que j'ai ressentie derrière ça. C'est-à-dire qu'en effet, elle se serait cantonnée entre guillemets à tenter de faire ce qu'a fait Verhoeven notamment avec Showgirls. Ça aurait pu en effet. Là pour moi, il y a la prétention, elle vient de ce monde qu'elle a créé, qui est pas un monde qui serait associé à son propos, à savoir justement le male gaze, machin. C'est un monde qui va citer Kubrick notamment, David Lynch, je sais pas qui, plein de voilà. Et je vois pas l'intérêt. En fait, je vois pas l'intérêt de ce monde-là. Je vois pas le rapport, le lien qu'il peut y avoir entre toutes ces citations gratuites, mis à part qu'elle crée un monde comme tu le décrivais, qui repose pas sur des réalités. Donc voilà, ces citations-là sont gratuites parce qu'elles sont pas liées à quoi que ce soit d'autre, mis à part en fait cette espèce de, moi j'ai ressenti comme ça, c'est un procès d'intention, mais volonté de hisser un projet série B à un autre niveau en fait, sans rien créer et uniquement par citation, parce qu'il y a aucune création dans cet objet. C'est un maelstrom, c'est un gros vomi de plein de choses. Il y a un usage des citations qui est très, c'est vrai qu'effectivement, moi, la moquette Shining et tout ça, je me dis, je vois pas trop l'intérêt ni rien, si ce n'est, encore une fois, dans une pure logique publicitaire, que c'est un motif et des couleurs qui sont très jolies. Le dans le sens du poil, peut-être. Et aussi, voilà. Qui vraiment cherche. Mais ceci pas dit, grand-chose, quoi, après, voilà, la citation de Carrie à la fin, la citation de notre générique aussi, à nous, de merde de qui? De Strauss? Non, pas du tout. Zarathustra. Qui est une sorte de renversement, enfin voilà, de renversement du truc par rapport au monolithe, voilà, ça le fait bien. La citation de Hitchcock aussi, de la musique de Vertigo, c'est un contrepoint, moi, que je trouve plutôt drôle. Et effectivement, mais par contre, moi, le coup de prétention du film, j'ai du mal à vraiment ressentir ça. Je sais que c'est quelque chose qui peut m'agacer très fortement dans beaucoup de films. On en a beaucoup parlé même dans cette émission, ce côté, voilà, on essaye de péter plus haut que son cul, ces fameux films qui sont des limousines avec des moteurs de 2 chevaux, ce côté qu'on pourrait mettre
un peu à la Nolan par exemple, où à un moment moi je disais Nolan il utilise les concepts comme Michael Bay des explosions, c'est-à-dire qu'il te balance un concept à la gueule. Là, j'ai ressenti ça avec ces citations. Stimuli intellectuel. J'ai ressenti ça moi avec ces citations cinématographiques en fait quoi. Mais je pense que c'est balancé exactement du même. Bien sûr, mais sauf que il y a ce truc-là, il y a un côté au forceps, mais c'est pour ça que moi je mets ce côté très les citations, la thématique, un peu sur ce côté très on va dire en tout cas la littéralité de la fable. Le film il est d'une littéralité absolue, il redit toujours les choses, il est très il fait que d'insister vraiment à fond. Moi à un moment je me dis mais c'est parce qu'elle prend son spectateur pour un con, ou si c'est juste que son film peut-être ne peut fonctionner que dans cette extrême littéralité, quitte à toujours réinsister sur des informations, sur l'appui de son concept, l'appui de ses différents effets et tout ça, mais peut-être qu'il ne peut fonctionner que là-dessus. Il y a un côté un peu musical dans le film, bourrin mais musical. Et moi en fait moi je trouve que ça, en tout cas j'ai du mal à voir en fait, c'est pas parce qu'elle cite Kubrick ou Hitchcock ou De Palma ou d'autres que d'un coup à la différence de certains cinéastes qui peuvent m'énerver, elle essaye de hisser son film à cette hauteur-là, parce que pour moi c'est ni plus ni moins, j'aime beaucoup le film, je veux pas le dénigrer, mais en tout cas j'ai l'impression que la dimension fabulaire du film excuse toutes ces incohérences, toutes ces citations qui sont peut-être des citations nobles, mais qui sont prises dans ce film-là, moi je trouve glisse totalement et crée de l'humour. Moi je trouve le film très très drôle. Moi à partir du moment où la nana elle a une cuisse de poulet qui sort de son truc et qui sont tous en train de regarder frame par frame les plans de son cul de Margaret Qualley en essayant de chercher la cuisse de poulet ou un défaut d'image, je trouve qu'il y a un effet d'outrance là-dedans, moi qui me fait rire. J'ai encore revu la fin du film, je trouve ça extraordinaire. Oui, alors je me suis posé la question, est-ce que je passe pas complètement à côté, parce que je te dis moi c'était j'ai regardé ça avec pas mal d'ennui en fait, et j'ai regardé ça la même semaine que Flo qui pareil a des louanges partout, que je comprends beaucoup plus, donc le film d'animation avec le chat qui n'a plus peur de l'eau, et je suis passé complètement à côté. Je voyais bien, alors j'irais pas comparer ça à Substance parce que je vois bien les qualités de Flo et l'originalité aussi. Ce que je reproche beaucoup à Substance, c'est justement son manque cruel d'originalité en fait. Ça m'a pas mal gonflé quand même, mais voilà, Flo, je suis passé à côté aussi en fait complètement, donc je me suis posé la question vraiment. N'empêche que pour Coralie Farja, moi je pense que ce côté, encore une fois, ce côté fun, ce côté amusant, blague et drôle aurait peut-être beaucoup plus fonctionné justement si elle avait réduit peut-être entre guillemets son récit, son rythme, si elle s'était plus cantonnée justement à la série B quoi, ce qu'elle aurait dû être à mon sens justement. Après comme certains films des années 80 qu'elle semble vraiment apprécier justement. Là il y a une volonté même esthétiquement avec des cadrages forcément beaucoup plus chiadés, oui bien sûr, de faire passer ça pour autre chose que ça ne l'est, et il y a un vrai incompréhension je pense de ce que tu vois, toi tu le vends vraiment et t'as aimé ça parce que tu trouvais ça drôle. Je vois pas drôle après, non mais c'est pas dérangeant, c'est quand même une blague, c'est-à-dire que soit c'est une blague et moi je trouve pas ça drôle, soit c'est pas une blague et c'est bien planté parce que son propos est assez nul. Mais moi je trouve il tient pas debout. Moi je trouve que le propos est pas nul en fait. Moi je non mais c'est pas le propos qui est nul, c'est la façon dont elle le traite. Oui bien sûr, la façon dont elle a de le raconter, de l'appuyer. Mais je comprends bien qu'il y a une dichotomie effectivement. Enfin les auditeurs connaissent peut-être, mais c'est vrai que on va passer des extraits tout à l'heure. Mais le terrain principal de ce truc-là, oui c'est vraiment c'est pas Cronenberg du tout pour moi. Enfin faut pas citer Cronenberg, il y a pas vraiment de rapport. Mais ça serait plutôt ce gore des années 80 de Brian Usna ou de Frankenheimer, qui était pareil en fait, des concepts de genre Frankenpute, le bad boyologie avec la bite qui prend ou le vagin qui prennent leur autonomie propre, des sortes de fables comme ça, mais qui déroulaient un peu leur programme en mode série B, et qui quand même allaient assez à fond dans voilà, on a ce concept à la base et puis on voit où ça nous amène. Ça ressemble plus à ça qu'à La Mouche en fait. Oui, bien sûr, d'esprit je pense, j'espère, mais du coup pour moi c'est raté quoi. Et moi il y a un effet de pure surface dans le film que j'aime aussi. Je vois que le film on lui reproche des fois que ces personnages n'existent pas quoi, mais c'est presque le sujet du film quoi. Enfin je veux dire le sujet du film c'est vraiment ces personnages qui sont des pures enveloppes quoi. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe là, c'est ce qui va faire retour à la fin, qu'il y a des sortes de boyaux qui ressortent de ça. Mais voilà effectivement il y a des scènes moi que je trouve plutôt émouvantes, mais
qui sont au bord de la drôlerie aussi. Cette scène avec Demi Moore où elle se maquille, quoi, mais qui est quand même assez grossière, même dans ses effets. Où... Bah, en fait, moi, il y a un cinéaste. On pense à Jean-Marie Poiret. on pense, mais moi, je pense vachement en fait à ça, et c'est ce que je m'attendais aussi. Alors peut-être que mon regard a été un petit peu détourné, mais moi, je m'attendais. Le seul cinéaste auquel je pourrais le rapprocher vraiment dans le rapport que moi je peux avoir, c'est Gaspard Noé. C'est-à-dire que Gaspard Noé, je trouve que chez Gaspard Noé, il y a un truc très très bas du front. C'est vraiment l'illustration de ses citations, La mort moineux, Le temps détruit tout. Il y a un truc très adolescent, mais j'adore quand même toujours les films de Gaspard Noé parce qu'il y a un côté énergie, un peu drôle, toujours généreux dans ses trucs, jusqu'au boutiste, qui fait que voilà, ça remporte le morceau malgré tout, et que ça crée, ça va créer des choses. Il y a des choses qui vont se passer dans le plan, dans la coexistence de choses qui sont extrêmement hétérogènes les uns avec les autres, quoi. Et ça c'est un truc que je trouve chez Farja et qui me plaît beaucoup, quoi. C'est terrible tout ce que tu racontes. Ouais, on va passer à autre chose. On a perdu au moins 100 auditeurs. Ouais, je suis désolé, moi en tout cas je ne suis pas du tout associé aux propos d'Antonin. On va faire une pause, une magnifique pause justement, avec un film que t'as évoqué, je crois, Bad Biology. Sex Addict en français. Sex Addict, merci. Voilà. Et puis un morceau magnifique des Everly Brothers, extrait de la bande originale de Here de Robert Zemeckis, dont on parle juste après. Contrairement aux autres soi-disant nymphomanes, mes besoins ne sont pas psychologiques, ils sont physiologiques. Ça commence par une brûlure humide qui me démange de l'intérieur, comme une flamme liquide qui s'intensifie jusqu'à ce que ma chatte soit en feu. Puis la chaleur provoque des pulsations dans mes veines, sous ma peau. Elle se diffuse le long de mes bras, de mes jambes, de mes seins. Et enfin, mon corps tout entier, si chaud et tremblant que j'ai l'impression que ma chair brûle, se craquelle et tombe en cendres. Alors seul un orgasme peut me ramener à la normale. En d'autres mots, j'ai besoin d'une bite comme un junkie a besoin d'un fixe. I bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one if you must cling to someone now and forever. Let it be me. Each time we meet, love, I find complete love without your sweet love. What would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let it be me. Each time we meet, love, I find complete love without your sweet love. What would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let it be me. J'étais là hier soir. Je t'observais. J'ai vu ce que t'as fait à cette fille. Et je veux que tu me fasses la même chose. Ouais, c'est trop tard, elle a fichu le camp. Elle s'est cassée pendant que je dormais et elle vadrouille dans la nature. Alors si tu la veux, tu sors et t'essaies de la retrouver. Elle doit se balader quelque part dehors à faire je ne sais quoi. Je te crois pas, c'est impossible. Ouais, je le crois pas non plus, figure-toi. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Après tout ce que j'ai fait pour elle, après tous les sacrifices que j'ai acceptés, oser me plaquer comme ça, sans un mot, sans un au revoir, en s'éclipsant en douce au milieu de la nuit. Ma vie tout entière tournait autour d'elle.
Quand les médecins ont abandonné, c'est moi qui lui ai redonné la santé. Je l'ai nourri, j'en ai fait une bite dont on pouvait être fier, je l'ai maintenu en vie grâce à ces putains de services. Et qu'est-ce que je suis maintenant? Un tocard de camé qui peut plus baiser alors qu'elle est dehors en train de s'enfiler qui elle veut. Elle est comme ces petites cellules, les spermatozoïdes. Ils n'ont pas d'oreilles, pas d'yeux, pas de visage, rien. Ils n'existent que pour faire une seule et unique chose, trouver un ovule et se l'enfiler. Eh bien, c'est ce même instinct primaire qui aujourd'hui guide ma bite. Elle avance au radar, elle veut des minous et dès qu'elle en capte un, elle fonce droit dedans, rien ne peut l'arrêter. Le plus vicieux dans l'histoire, c'est que je la sens quand elle le fait. Même à des kilomètres, c'est comme si c'était moi qui m'envoyais en l'air. Et c'est au moment où je m'apprête à lâcher la sauce que je réalise que je suis plus relié à ma propre queue. T'as idée à quel point je me sens ridicule? Voilà, c'est donc ce magnifique morceau des Everly Brothers et puis des extraits de Bad Biology. On cause maintenant de Here de Robert Zemeckis. Personne n'est au courant que ce film est sorti et personne ne va le voir parce qu'il va pas rester à l'affiche très longtemps, hein. C'est un échec commercial, bien évidemment. En même temps qu'aucune communication sur le nouveau film de Robert Zemeckis avec Tom Hanks et enfin l'équipe de Forrest Gump. Évidemment, ça va pas. Et en même temps, tu te dis le projet était pas facile à vendre. Non, tu te dis comment c'est possible que quelqu'un dit ok, tu veux 60 millions pour faire un film en plan fixe? Ok, vas-y, tiens. Ok. Parce que c'est donc ça, hein, il y a un seul cadre dans le film qui va raconter l'histoire d'une maison. Alors on voit juste un bout de salon, hein, et puis une fenêtre, et derrière cette fenêtre justement une vieille maison, hein. Ça raconte l'histoire des États-Unis aussi, comme pouvait le faire Forrest Gump un petit peu, donc là un peu plus large. Il y a différentes époques. On commence avec les dinosaures, il y a les Indiens, les Amérindiens par exemple, la guerre contre les Anglais, voilà, et puis le XXe siècle qui prend une large place quand même. Et notamment, hein, celui qui prend le plus gros du morceau, en effet, c'est la vie de ce personnage interprété par Tom Hanks qui a grandi dans cette maison et qui va y passer toute sa vie. Un cadre fixe, mais quand même, donc c'est adapté d'un roman graphique, et en effet, des petits cadres de temps en temps quand même vont animer ce cadre-là pour justement croiser les époques, pour raconter différentes choses. Honnêtement, j'y croyais qu'à moitié, hein, puis surtout que le début est pas forcément très très joyeux en termes d'esthétique, d'effets visuels qui semblent quand même fait un petit peu par-dessus la jambe pour certains, notamment des animaux numériques qui sont quand même pas, c'est pas très heureux tout ça. Et malgré tout, eh ben j'ai retrouvé en tout cas moi le talent de Zemeckis qui m'a laissé rentrer dans cette histoire. J'étais à fond dedans et puis j'ai pu verser ma petite larme à la fin, quoi. Bah oui, et là tu te dis, il est doué. Non, mais je pense que ça peut être un film pour repérer qui sont les doppelgangers parmi nous, c'est-à-dire vraiment, film, si tu pleures pas, c'est que t'es pas un humain, quoi. C'est pas possible, quoi. Non, c'est un film assez fou, hein. Tu l'as dit, hein, mais c'est vrai que le film, il est mal sorti, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il a été, a priori, moi j'ai pas lu les articles de presse, mais très mal accueilli aux États-Unis, et ça, c'est quand même un peu plus problématique. Après que le film marche pas, mais qu'on évacue un petit peu le film comme ça d'un revers de manche, que la presse l'évacue comme ça, c'est un peu compliqué. D'ailleurs en France ça a été simple, hein, il n'a pas été montré à la presse, donc il n'y a pas eu de projection de presse, donc ceux qui en ont parlé, c'est les gens qui s'intéressent au langage du cinéma, on va dire, donc les articles sont parus. C'est là-dessus qu'il faut qu'on revienne, hein, quand même, hein, c'est ça, c'est qu'en fait on en a déjà parlé et on n'est pas les seuls à le faire, loin de là. Zemeckis, c'est évidemment si on s'intéresse un petit peu à l'évolution du langage cinématographique, on doit en passer par Zemeckis obligatoirement, tout comme il faut en passer par James Cameron, en tout cas dans ce langage cinématographique à l'heure du numérique. C'est-à-dire que Zemeckis a été vraiment complètement précurseur sur des tas d'innovations comme la performance capture par exemple, mais c'était déjà aussi le cas dans l'usage des effets spéciaux numériques, dans Apparence, son thriller sans point de vue de caméra avec Forrest Gump et pour son usage de l'incrustation dans des images d'archives. Voilà, constamment, chacun de ses films, de toute façon, a été un peu un défi technique. Complètement. Et c'est vrai que Zemeckis, c'est évidemment son fait de gloire, c'est le Retour vers le futur ou Roger Rabbit qui était aussi un tour de force technique, qui a d'ailleurs pas bougé d'un cul, alors que ça devait être un enfer à faire à l'époque, hein, ce film, mais qui est vraiment absolument imparable. Mais c'est vrai que toutes ces innovations technologiques, je pense à des films comme Polar Express ou le Scrooge, le Beowulf, c'est des films qui n'ont jamais réussi à vendre la grande révolution sur laquelle ils étaient basés, quoi. Contrairement à ce qu'a pu faire
faire Cameron avec Avatar ou avec Terminator 2, qui a toujours réussi peut-être à mettre en scène et en récit aussi à faire accepter au spectateur que voilà, vous alliez à avoir un nouveau régime d'image, alors que Zemeckis, lui, il faisait ses révolutions et se contentait de raconter une histoire qui avait peut-être rien à voir avec cette évolution-là, quoi. Alors, même si ces films, moi, je trouve qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup de ratés de Zemeckis, enfin, il n'y a rien de honteux, mais c'est vrai que moi, ça m'avait laissé sur un truc, ça va être un peu gênant, parce qu'on va se dire, il a encore dépensé une énergie pas possible pour un résultat qui est coup-ci coup-ça, quoi. Ces derniers films n'étaient pas mémorables, les films les sorcières, par exemple, ou ah oui, c'est vrai qu'il avait fait ça, oui, c'est vrai, j'avais oublié même celui avec Steve qui fait des qui fait des Bienvenue à Marwen, ouais, qui fait voilà, il y avait des choses comme ça, en effet elles sont pas honteuses, mais c'était loin d'être mémorable, bien au contraire, donc on pouvait s'attendre en effet à ce que Zemeckis soit peut-être pas sur la touche, mais qu'il ait plus grand chose en tout cas à raconter. Moi je garde quand même, mais ça date déjà quand même d'il y a 10 ans, un très très bon souvenir de The Walk, et même plus qu'un souvenir parce que je l'ai revu la semaine dernière, et je continuerai de défendre cet objet qui me plaît particulièrement, qui repose uniquement sur la défense de la prise de risque justement et de la beauté du geste, quoi. Ouais. Et ça ressemble plutôt bien en fait à d'autres choses qu'il a pu faire déjà, mais je pense à son projet, quoi. Et encore une fois, là je pense que quand on voit Here, il faut avoir ça. Il te parle de cinéma de toute façon, justement, quoi. Complètement. Enfin, c'est un film qui est très très théorique, hein. Là, une seule vision va pas suffire un petit peu à déployer un petit peu toute la richesse que ça peut avoir, mais c'est un film qui, pour le coup, ne fait que de raconter son dispositif, quoi. Ne serait-ce que par ce rapport au fauteuil qu'il peut y avoir, ou le siège, ou cet inventeur de fauteuil machin qui d'un coup est fixe, mais il tourne sur lui-même. Tu dis, alors là, il est en train de nous raconter en fait que voilà le début du langage du cinéma, qui était une prise de vue fixe avec quelque chose qui se passait, et qu'au bout d'un moment il va y avoir des mouvements de caméra qui vont arriver. C'est aussi le cas de ce père qui est un petit peu photographe amateur avec son flash qui est relié au secteur et qui essaie de s'approcher de son sujet, mais voilà, la prise n'est pas assez grande. Donc il y a vraiment un truc très théorique sur ce côté, à travers cette fenêtre sur le monde, ce point de vue de la vue à la frère lumière, voilà, cette origine du cinéma qu'elle a dedans, qui est quand même la base de grammaire du cinéma du film, c'est ce truc-là. Mais comment Zemeckis, lui, va y adjoindre toutes les innovations techniques majeures qui sont au contraire des innovations qui vont toutes dans le sens d'un affranchissement de la caméra à l'enregistrement de la réalité, au mouvement dans l'espace, au rapport au temps, où on peut complètement mélanger plusieurs temporalités dans un même plan, c'est-à-dire le de-aging de Tom Hanks, c'est ça. Il peut être à la fois Tom Hanks à son âge aujourd'hui, puis à Tom Hanks quand il avait 25 ans. On peut aussi bien voir dans un salon, dans le temps présent de la narration, mais aussi à travers un petit mini split screen qui se met dans l'écran, le temps des dinosaures, faire communiquer ces deux choses-là de façon un peu intellectuelle, on va dire, où nous on fait des rapports avec les machins par des associations d'idées. C'est un peu des choses comme ça. Donc le film se base sur ce double paradoxe qu'il est à la fois complètement fixe et ancré dans un même endroit, mais qui ne cesse de vouloir abolir toutes les frontières de temps et de temps, et puis de rapport entre ces différents espaces, trouver des rapports entre le passé qui va les traces que ça va laisser dans le futur et le hors-champ, complètement. On pouvait être inquiet aussi de se dire ça va être un film sous cloche entre guillemets, justement on a ce petit morceau, ce tout petit bout de maison d'univers, mais il est constamment nourri par le hors-champ, et jamais à aucun moment en fait il va l'oublier en fait, et ça va tout nourrir. Et l'autre grande force aussi, parce que tout ce que tu racontes ça pourrait donner peur, on pourrait avoir en tête que c'est vraiment uniquement un objet conceptuel. Sauf qu'il est suffisamment doué, et je pense que son scénariste aussi, pour faire passer ça sans qu'à aucun moment, en fait, c'est après coup moi que j'ai repensé à tout ça, c'est surtout après le dernier plan du film en fait, où je me suis dit merde, c'est vrai, en fait il me parlait de tout ça, mais j'étais embarqué en fait par une histoire tout simplement, quoi. Il arrive à faire incarner tout ça en fait par des personnages qui sont en effet il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qu'il raconte, au contraire, c'est même le propos, c'est-à-dire qu'on va prendre que des petits morceaux de vie, des petits que tout le monde connaît, mais il t'embarque en fait dans le truc, et c'est super efficace. Donc
tu t'as pas l'impression d'être face à un objet non, théorique. complètement pas. Non, en fait, ça fourmille de vie quand même. Après, c'est vrai qu'il y a un truc de scénographie qui est assez folle parce que c'est vrai que à travers ce plan fixe là, tout ce qui va se passer quand il y a plusieurs personnages dans le cadre, c'est vrai que c'est un film qui est relativement bavard où il y a finalement il y a pas mal d'action et tout ça qui se passe dans le cadre et qui fait que le film, moi à mon sens, n'est jamais chiant. Enfin, on est toujours sollicité de plein de manières, hein, émotionnellement, conceptuellement, en termes d'action, en termes de récit. C'est là où moi j'ai pas lu la BD dont le film est tiré, mais j'imagine que la BD est beaucoup plus conceptuelle dans le sens où où il va plus s'intéresser à une vision, on va dire, plus zénithale de la chose, c'est-à-dire une vision plus globale. Et ça, c'est encore un truc qui m'intéresse parce que aussi je trouve que c'est parfois les limites. Moi, Forrest Gump par exemple, c'est un film que j'aime pas du tout de Zemeckis, quoi. C'est un film que je trouve vraiment du la guimauve, quoi, un peu, mais il y a aussi ce truc chez Zemeckis de volonté qui peut lui jouer des tours des fois, de toujours vouloir relier la petite histoire à la grande histoire, ce truc dans cette vision qu'il peut avoir de toujours vouloir tout mettre dans le plan, de vouloir abolir un peu les frontières. Il y a aussi, ça peut se transformer en un acte un petit peu total de on va vous raconter à travers l'histoire d'un homme, Forrest Gump, toute l'histoire des États-Unis, et au final on est quand même dans un rapport plutôt naïf, et le film n'échappe pas à ça vraiment totalement, parce que dès qu'il aborde le sujet des Amérindiens, on sent que c'est un peu pauvre, enfin c'est pauvre, ça va pas au-delà de la vignette, l'histoire avec Benjamin Franklin, tout ça c'est un petit peu pauvre aussi, c'est vraiment de la petite vignette un petit peu à la Forrest Gump quand il croise Kennedy, Jean-François Kennedy j'allais l'appeler, et il y a un peu de ce truc là, c'est genre oui, ok, c'est la petite vignette historique qui est là, qu'est-ce que ça nous raconte sur ce truc là. Bon, ceci dit, après le film quand même t'embarque quand même sur des thématiques plus assez historiques, plus vastes, même de rapport aux mœurs et tout ça, à travers le père qui est incarné par Paul Bettany là, qui est super, quoi. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi évidemment sur, il y a une espèce de faiblesse parmi les histoires des Amérindiens ou de la Révolution. Et en même temps, c'est ce qui permet aussi, je pense, au film de s'échapper uniquement d'avoir un discours théorique sur le cinéma et d'aborder aussi un autre thème qui visiblement l'intéresse vachement, c'est la paternité ou quelque chose, de la descendance et comment on fait vivre un lieu. C'est-à-dire que vraiment, il veut raconter ça aussi en même temps, ce qui permet quand même de faire vivre, de nourrir énormément, je crois, cet espace en fait et ce récit, quoi. Ah oui, complètement. Mais après, je pense qu'il est habité par plein de choses, le film, qui sont hyper intéressantes. Le film, Zemeckis, il y a toujours eu un petit côté un peu unanimiste aussi, qui peut être assez, qui a fait son succès sur les plus gros succès, hein, genre Forrest Gump, hein. Mais il y a un côté très noir chez Zemeckis aussi, qu'on voit dans La mort vous va si bien, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, c'est très et au Roger Rabbit, pareil, il y a des trucs où tu dis putain, il y a une sorte d'angoisse de la mort, d'où le trauma de pas mal d'enfants pour c'est ça. Roger Rabbit. Mais bien sûr. Et je pense à un film qui est très beau aussi de Zemeckis, qui est Contact, où il y a un truc qui paraît, qui est dans la même truc, l'infiniment petit, l'infiniment grand, la disparition de cette scientifique là qui va se fondre dans l'univers. Enfin, il y a un truc qui est très qui est porté quand même sur une angoisse de la disparition totale, quoi. Et ça, je trouve que on la voit dans le film. Il y a aussi ce truc de la disparition de la mémoire à travers une maladie qui va arriver, Alzheimer, et qui fait que ce lieu, ce point de vue, il y a aussi ce truc que il est hanté, quoi. Il a un truc hanté par tout ce qui à la fois c'est beau parce que ce lieu n'existe que parce qu'il a été traversé, en même temps c'est horrible parce qu'il n'existe que parce que il a fait disparaître des tas de gens, où il est habité par tous les fantômes des gens qui ne sont plus là. Et et ça dit aussi évidemment plein de choses avec le cinéma, parce que c'est enregistrer quelque chose qui n'advient déjà plus à partir du moment où on l'a enregistré, et c'est c'est assez fantastique. Et pour finir, moi il y a quand même un truc qui m'a aussi beaucoup plu. Sachant que Zemeckis, on évoquait tout à l'heure justement, c'est son rapport à la technologie, alors la caméra numérique justement, et moi j'ai le souvenir, ça doit être sur Beowulf justement, de sa caméra qui part dans tous les sens, qui va suivre un rat, les trucs qui servaient un peu à rien, mais c'était l'idée de je peux faire ce que je veux avec ma caméra, je vais faire n'importe quoi, j'ai parti dans tous les sens, quoi. Et il a dû réutiliser ça dans d'autres films justement. Je sais que dans Apparence, ça m'avait marqué, c'était le début en plus, hein, mais c'était vraiment la caméra, elle va passer à travers un plafond, parce que ou le sol, elle traverse le sol, et puis il y a des choses comme ça, c'est complètement fou. On a été habitué
habitué depuis, voilà, et c'est clairement ce qu'il nous dit dès le départ. Je pense aujourd'hui on peut tout faire, la caméra elle peut aller n'importe où, c'est bon, ça on a compris quoi. Et du coup de se dire bah voilà, c'est pas la peine de s'agiter dans tous les sens, de bouger ses caméras dans tous les sens, et paf, je vous fais un cadre unique. Alors ça n'empêche que c'est du tout numérique et ça change constamment, mais ce truc là de non, on va pas s'agiter, on va pas bouger, stop, c'est ça bouge pas. Et ben j'ai trouvé ça assez brillant, assez couillu en fait même, et ça fonctionne. C'est une preuve encore. En effet, voilà, c'est pas la peine de s'agiter. Et c'est ça. Mais en fait, il y a vraiment de ça. C'est ça aussi tout le côté un petit peu comment on dit primitif quoi. Voilà de juste l'émotion première d'avoir un cadre fixe et de voir des gens qui passent devant quoi. Le truc, la vue lumière quoi. Et ce qui fait que la dernier plan où il y a enfin un mouvement de caméra, tu te dis que tu as l'impression de voir le premier mouvement de caméra de l'histoire du cinéma, et là tu dis oh putain, c'est vraiment d'une émotion juste incroyable. Et là théoriquement c'est fou parce que tout fonctionne quoi. À la fois théoriquement ça fonctionne à fond, à la fois tu découvres le hors-champ, et le hors-champ il y a rien, et en même temps c'est bouleversant. C'est bouleversant. Ce qui se passe à l'écran, ce qui est dit par les personnages, c'est super touchant. Il fait un combo parfait sur le dernier plan qui est c'est les poils total. Ouais, c'est vraiment un film alors qui va pas rester longtemps à l'affiche. A priori pour les Rennais, il devrait peut-être intégrer la programmation de l'Arvor. Attention, j'y travaille. Mais pour ressortir à partir de mercredi. Mais voilà, faut vraiment aller voir ça quoi. Mais de toute façon, voilà, c'est sûr que étant donné que personne qui a aucune couverture, contrairement à un truc comme Substance justement, là personne n'est au courant que c'est sorti. C'est aussi le souci du film. Donc faut pas hésiter, faut se jeter dessus. Il te reste 5 minutes si tu veux évoquer par exemple la Palme d'Or. Ah, la Palme d'Or, pas Gladiator quoi, la Palme d'Or. Si tu préfères Gladiator, on peut évoquer, on aura un lien, Ridley Scott, Zemeckis, c'est un peu la même génération. Ouais, c'est vrai. Non, les effets spéciaux, mettre des requins dans le Colisée, tout ça machin. Non, c'était nul. Non, toi t'aimais pas le premier Gladiator. Non, déjà je trouve que Gladiator le premier c'est vraiment pas terrible quoi. J'ai encore essayé de le regarder, je trouve ça naze, et je crois que même politiquement en fait, je crois que c'est enfin déjà je trouve qu'esthétiquement les films sont assez moches, pas très intéressants, en plus politiquement je les trouve un peu abjects, et le deuxième est encore pire je pense là-dessus, et c'est vrai que c'est un ratage. Après bon tout le monde va le dire, hein. De toute façon c'est un vrai ratage et c'est pas intéressant, c'est à la fois une suite, à la fois un reboot, mais ceci dit si on doit trouver quand même des qualités, il y a toujours quelques qualités dans Ridley Scott, c'est pas non plus le dernier des abrutis, mais dans le truc où j'ai peut-être pas tout compris, toutes les intrigues de couloir, c'est qu'en fait il y a Denzel Washington quoi, et en fait on dirait Denzel Washington il joue complètement à contre-courant de tous les autres, un peu comme Joaquin Phoenix qui jouait n'importe comment Napoléon, et ça rendait le film presque sympathique, ou d'ailleurs c'est Sienna Miller aussi, sa femme, qui avait un type de jeu très différent, pas du tout dans les codes du film en costume, et qui rendait le film un peu intéressant ou un peu en dehors des clous. Et là celui qui joue le rôle là, c'est Denzel Washington, et Denzel Washington il joue ça comme si c'était un parrain dans un il a une classe insensée évidemment, c'est Denzel Washington, et il est incroyable, on dirait qu'il va balancer des grosses insultes comme à la mode de The Wire à tous les gladiateurs, c'est incroyable. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est que il s'avère que il devient le gros méchant de l'histoire, il avait bien caché son jeu ou je sais pas quoi. Et moi je trouve que le monde tout le discours qu'il y a sur la liberté, on va vous rendre votre liberté, les esclaves et tout ça là de Gladiator, ça marche pas du tout quoi. C'est-à-dire que Maximus, Marc Aurèle qui dit je me suis battu pour Rome parce que Rome je veux que ça soit super, alors qu'ils sont en Allemagne en train de dégommer des gens, et tu dis mais qu'est-ce que c'est que ton truc là, tu portes un idéal démocratique en allant dégommant des gens, et que après il meurt, et puis l'autre qui lui succède, son fils, il est pas gentil non plus, mais il est contre la liberté, mais au moins il va pas faire la guerre nulle part. Tu dis donc ça va quoi quand même. Mais il y a un truc que je trouve très très étrange, mais qui correspond un peu à l'histoire du péplum, où vraiment Rome ça a toujours été une sorte d'idée, la démocratie idéale ou je sais pas quoi. Mais à un moment j'ai cru comprendre dans le film, mais c'est très flou, hein, c'est assez mal écrit, que Denzel Washington était un ancien roi déchu, parce que voilà, Rome avait conquis son pays en Afrique, et qu'il a intrigué juste depuis 30 ans pour atteindre les portes du Colisée pour pouvoir dégommer tout le monde quoi, les tuer tous quoi. Et donc il tue
tout le monde, il tue les empereurs, il tue la fille de Marc Aurèle, Connie Nielsen, et moi j'étais là, mais ouais, c'est super, mais tue-les tous. Mais sauf que le film, a priori, il était pas pour lui, quoi. Alors quand à la fin, t'as le duel entre Paul Mescal qui est fade comme c'est pas permis et Denzel Washington, je me dis, ben non, mais c'est pas possible, quoi. Denzel Washington, c'est le gentil de l'histoire. Il les a tous tués, il s'est vengé parce que Rome a dégommé, a fait des colonies partout, et que lui, il a sûrement été toute sa famille liquidée, et qu'il en a rien à foutre du vieux rêve de Rome ou je sais pas quoi, qui a jamais existé parce que c'est un putain de régime esclavagiste, de toute façon. Donc voilà. Donc C'est tu tout. conseilles Gladiator Je conseille quand même, hein, vraiment, parce qu'il y a des requins. Voilà. Donc Gladiator 2, c'était le conseil conso de la semaine. Il nous reste 2 minutes. Tu veux vraiment pas évoquer la Palme d'Or en 2 Non, minutes? parce que ça mérite plus que ça quand même. C'est pas un si mauvais film que ça, Nora. C'est plutôt chouette. Bon bah tant pis, on va faire une émission Mm. courte cette semaine, c'est pas la peine de chercher à faire du remplissage. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment en podcast sur le site de Canal B et puis le lien sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci Antonin d'avoir participé à cette You're émission. welcome. C'est très sympa. On se retrouve très bientôt. Ciao. Des bisous. Dolores, un bourbon et verse-moi un double. Tu parles d'un moment pour boire, Eddie. Tu veux peut-être aussi des amuse-gueules avec. Verse-moi ce verre, Dolores. Hé, juge! On n'exauce pas la dernière prière du condamné? Si vous n'auriez pas un pince-nez. Je crois plutôt que tu veux un verre. Qu'en dites-vous, juge? Ben, pourquoi pas? Ça ne me dérange pas de prolonger l'exécution. À ta santé? Non merci, Eddie, je freine l'alcool. Bois ce verre! Mais je ne veux pas de ce verre. Il ne veut pas de ce verre. Il veut! Je veux pas. Tu veux! Je veux pas. Tu veux! Je veux pas. Tu veux! Je veux pas. Tu veux pas! Je veux. Tu veux pas! Je veux. Tu veux pas! Écoute, quand je dis je veux, ça veut dire je veux.